Bienvenue dans Combat Actu. L'actualité cette semaine est endeuillée par la perte tragique de l'actrice sénégalaise Halima Gadj. Nous reviendrons sur la fermeté de la CAF et ses sanctions sportives récentes. Côté économie, le gouvernement sénégalais a mobilisé 130 milliards de francs CFA pour booster l'agriculture. Et à l'international, nous allons suivre la libération de Domingos Simoes Pereira et le drame minier en RDC. C'est tout de suite. Si demain je pars, je te prie juste de faire 2 rakas pour moi et de me pardonner. Voici l'un des derniers posts d'Halima Gadj. Elle était bien plus qu'une actrice, elle était un visage, une voix et une émotion qui ont franchi toutes les frontières. Le décès d'Halima Gadj laisse le Sénégal et le monde du cinéma africain orphelin, révélé au grand public par son talent brut et sa capacité à incarner des femmes fortes, complexes et résilientes. Elle a changé l'histoire de notre petit écran. De ses débuts à ses rôles les plus iconiques, Halima portait en elle une authenticité qui ne laissait personne indifférent. Aujourd'hui, au-delà de la star, nous pleurons une femme engagée, une artiste qui n'avait pas peur d'utiliser sa lumière pour éclairer les zones d'ombre de notre société. À sa famille, à ses proches et à ses admirateurs dans tout le continent, l'équipe de Time for Africa et de Combat Actu présente ses sincères condoléances. L'émotion est immense, mais notre mission d'information nous appelle à présent sur le terrain du sport où l'actualité s'impose une toute autre forme de rigueur. La commission de discipline de la CAF a rendu son verdict suite aux incidents de la finale de la CAN 2025. L'instance dirigeante du football continental envoie un signal de fermeté absolue. La passion ne doit jamais justifier l'insécurité ou l'indiscipline. Les sanctions lourdes et sans précédent frappent de plein fouet les 2 fédérations finalistes. Côté Sénégal, le choc est profond. Le sélectionneur Pape Thiaw écope d'une suspension de 5 matchs et d'une amende de 100 000 $ pour avoir appelé ses joueurs à quitter le terrain lors de la finale. La Fédération sénégalaise de football est condamnée à verser 300 000 $ pour les propos du président Abdoulaye Fall contre la CAF. Une amende supplémentaire de 300 000 $ cible les supporters du 12e Guindé avec des interdictions de stade pour certains d'entre eux. Sur le terrain, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont suspendus 2 matchs respectivement pour comportement antisportif et avoir traité l'arbitre de corrompu. Le Maroc n'est pas épargné par la rigueur de la commission. La fédération marocaine reçoit une amende globale de 315 000 $ en raison du comportement des ramasseurs de balles, de l'intrusion dans la zone de la VAR et de l'usage de laser par les supporters. Des sanctions individuelles frappent également leurs joueurs. Ismaël Saïbari est suspendu 3 matchs avec une amende de 100 000 $, tandis qu'Hakimi écope de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis pour son implication dans la disparition des serviettes du gardien sénégalais. Il y a des hommes dont la vie se confond avec leur combat. Maître Sidiki Kaba en fait partie. C'est le message qu'Alioune Tine, président d'Africa Jom Center, a délivré ce vendredi lors de la présentation de l'ouvrage de l'ancien Premier ministre sénégalais. Un homme dont l'ADN, c'est les droits humains, lance d'emblée Alioune Tine devant lui. Saluer Sidiki et le remercier très chaleureusement parce que c'est un homme fidèle. Je pense que c'est la 2e fois que j'assiste à la présentation de son livre. La dernière fois, si ma mémoire est bonne, c'était avec notre ami Feu Albert Bourgi. Et c'est toujours un très grand plaisir. Mes respects, Madame Kaba. C'est toujours un très grand plaisir d'être là, de parler des droits de l'homme avec un homme dont l'ADN, c'est les droits humains, qui a une obsession pour les droits humains, qui a de la passion pour les droits humains, qui pratiquement résume, marque toute sa vie militante, sa vie administrative.
C'est pour ça que son livre me parle. Quand je regarde son livre, c'est comme une encyclopédie de cette période. Sidiki, c'est d'abord la philosophie des droits de l'homme. Je vous rappelle que vous avez écrit un texte sur la philosophie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sidiki a une érudition dans le domaine des droits de l'homme et qui se manifeste dans tous ses écrits, y compris dans celui-là. Sidiki aussi, c'est l'intelligence des textes, la capacité à substantialiser les textes, à les écrire, à les expliquer dans tous les événements, et les événements majeurs, je dirais, aux Nations Unies. Le navire plastique Odyssée fait escale au Sénégal du 26 janvier au 16 février 2026. Cela fait suite après 3 années de la première navigation autour du monde à la rencontre des solutions concrètes contre la pollution plastique. À cette occasion, une conférence de lancement s'est tenue ce mercredi 28 janvier à l'Institut français de Dakar. L'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fage, a affirmé que ce navire va continuer à la réduction des déchets plastiques. Cette escale du navire de plastique Odyssée repose sur une conviction profonde qui est que face à la pollution plastique, il faut des solutions concrètes, locales et créatrices d'emplois. Donc c'est la dernière escale du bateau plastique Odyssée après 3 ans de tour du monde où, comme vous avez pu le constater dans la présentation, beaucoup d'actions novatrices ont été lancées pour réduire la pollution plastique. Donc nous sommes très fiers d'accueillir Plastic Odyssée au Sénégal puisque le Sénégal est un acteur majeur dans le domaine de recyclage du plastique, un acteur pionnier. Et c'est aussi dans cette escale l'occasion de contribuer à l'éducation des enfants s'agissant du plastique et à la promotion du projet Sounou Plastic Odyssée Sénégal qui consiste à appuyer par l'ambassade de France, à appuyer par 1 million d'euros Plastic Odyssée pour le recyclage du plastique dans des usines low cost. 4 usines ont déjà été mises en place, notamment à Saint-Louis et à Kolda, mais également l'éducation des enfants à la diminution de la pollution plastique, à la nécessité de ne pas en fait créer la pollution plastique, puisqu'après c'est plus compliqué pour la recycler, et aussi un partage de compétences et des formations professionnelles pour les métiers de recyclage du plastique. Donc nous sommes vraiment très fiers de travailler avec Plastic Odyssée et avec le Sénégal sur ces questions majeures sur lesquelles nous partageons des convictions communes, qui est qu'il faut lutter de manière concrète contre la pollution plastique qui nuit aux océans, qui nuit à notre environnement, qui en fait met un voile menaçant sur l'avenir de nos enfants, qu'ils soient en France ou au Sénégal. Le gouvernement a tenu ce jeudi 29 janvier à Dakar sa conférence de presse mensuelle modérée par Marie-Rose Faye. Cette rencontre a servi de cadre à l'annonce d'un engagement financier substantiel. Un chiffre illustre l'ampleur de la mobilisation, 130 000 $ de francs CFA. Cette somme intégralement déployée sous forme de subventions constitue le socle à un plan d'action destiné à soutenir la production agricole nationale pour la campagne agricole. Nous pouvons noter en résumé qu'il y a une mobilisation de ressources de plus de 400 milliards de francs CFA, dont 130 milliards qu'on a pu mobiliser pour assurer la continuité de la production en termes de subventions pour préserver les revenus des producteurs et garantir un approvisionnement régulier des marchés nationaux. Donc cette répartition s'articule notamment autour de semences, donc tout ce qui est arachide, céréales, pommes de terre et autres cultures à 44,9 milliards, engrais minéraux 64,96 milliards, mécanisation, équipements et services agricoles 13 milliards, protection phytosanitaire 2,52 milliards, filières spécifiques donc coton et banane 5,5 milliards, appui conseil et volontaire agricole 2,1 milliards et assurance agricole 1,3 milliard.
Donc, pour la campagne spécifiquement de commercialisation de l'arachide, la collecte globale donc, est de 128 813 tonnes. Et cette collecte est répartie par semence par 10 892 tonnes de semences à certifier, donc collectées à date, donc au 25 janvier 2026. Donc, pour l'huilerie, la campagne de commercialisation 2025-2026 a démarré le 28 novembre 2025 avec la mobilisation donc, de tous les acteurs. On peut noter ici, comme l'a dit Monsieur le ministre, au 25 janvier, 113 000 tonnes, 623 000 donc 113 623 000 tonnes d'arachide coque qui ont été réceptionnées par la Sonacos, pour une valeur financière de plus de 38 milliards donc de francs CFA et 4 301 tonnes d'arachide en coque qui ont été aussi reçues en paiement dans les établissements comme Copéol. À l'international, nous suivons la libération de Domingos Simoes Pereira ce vendredi après plusieurs mois de détention à la suite d'un coup d'État militaire. L'actualité internationale s'assombrit par le drame qui frappe une nouvelle fois la République démocratique du Congo. Un glissement de terrain d'une violence extrême a dévasté un site minier, provoquant un bilan humain meurtrier. Le leader de l'opposition bissau-guinéen, Domingos Simoes Pereira, a été libéré vendredi après avoir passé plusieurs mois en détention à la suite d'un coup d'État militaire. Les militaires au pouvoir ont emprisonné des personnalités politiques de haut rang après avoir renversé le président Umaro Sissoko Embalo et pris le pouvoir en novembre. Les événements sont intervenus quelques jours seulement après les élections présidentielles. L'armée a affirmé avoir agi pour éviter un bain de sang entre les partisans des candidats rivaux. Domingos Simoes Pereira avait été empêché de se présenter aux élections, mais son candidat favori avait revendiqué la victoire avec Embalo, qui a ensuite fui le pays. Pereira a été raccompagné à son domicile dans la banlieue de la capitale Bissau par les forces de sécurité et le ministre sénégalais de la Défense en visite. Le coup d'État de novembre, qui a eu lieu avant la publication des résultats officiels des élections, était le 5e coup d'État militaire en Guinée-Bissau depuis son indépendance du Portugal en 1974. Une série de glissements de terrain a frappé une mine contrôlée par des milices en République démocratique du Congo. L'effondrement a enseveli des personnes vivantes et fait plusieurs morts. Selon des témoins, une partie d'un versant dans la zone minière de Rubaya s'était effondré mercredi après-midi. Un deuxième glissement de terrain s'est produit jeudi matin. Il a plu, puis il y a eu un glissement de terrain qui a emporté des gens. Certains ont été engloutis, d'autres sont morts dans les puits. Beaucoup sont encore coincés à l'intérieur. Vendredi, des dizaines de chiffonniers continuaient à creuser à la pelle sur le vaste site. Depuis sa résurgence en 2021, le groupe M23 s'est emparé de vastes étendues de l'est de la RDC, riche en ressources, et a pris le contrôle de la mine de Rubaya, dans la province du Nord Kivu, en avril 2024, avec l'aide du Rwanda. Selon les experts, le M23 tire environ $800 000 par mois de la mine grâce à une taxe de $7 par kilo sur la production et la vente de coltan. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro riche en émotions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Kumba Actu. Et restez connectés sur la chaîne YouTube Tempo Africa et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur www.tempoafrica-mac.com.